Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, on a vu comment on générait des nombres aléatoires entre 0 et 1, de façon uniforme. Maintenant, on va voir comment, à partir de ces nombres aléatoires uniformes, on peut créer d'autres distributions plus compliquées, en particulier les distributions qu'on a vues nous-mêmes, les lois binomiales, les lois gaussiennes, etc. On va voir comment on peut créer ce genre de lois. Et il existe plusieurs méthodes, et la première méthode qu'on va voir, c'est la méthode de la transformation, une méthode qui va être très efficace, et sûrement l'une des plus utilisées. On va voir aussi un peu ses limites, un peu plus loin dans le cours. Et puis il y aura quelques illustrations de cette méthode appliquée, entre autres, à une loi exponentielle et une loi gaussienne. Alors je vais essayer de vous faire passer le message sur le principe de cette méthode, avant de rentrer vraiment dans la démonstration. Donc on imagine qu'on a une séquence de nombres, compris entre 0 et 1, donc on va les noter R1 et Rn, on a une séquence de ces nombres, et ce qu'on veut construire, c'est une séquence x1, xn, qui suit une distribution f de x. Donc ici, la distribution f de x est représentée sous forme d'histogramme, et j'attire votre attention sur le fait qu'on va considérer qu'on a un bel histogramme, hein, vraiment on a des bins comme ça, et on veut reproduire ce même histogramme. Donc on ne va pas s'intéresser à une fonction continue, mais vraiment à cet histogramme, on veut reproduire cet histogramme, dans un premier temps. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On sait que si c'est notre histogramme, si je prends tous les morceaux de mon histogramme et que je les mets les uns au-dessus des autres, la somme fait 1. Donc en fait, un mécanisme très simple, c'est de dire, voilà, je prends une valeur entre 0 et 1, j'obtiens R1, je tape sur la zone jaune, donc finalement, je remplis l'histogramme au niveau de x1, au niveau de la valeur jaune. Alors bien sûr, on va faire des tests informatiques. On va regarder, est-ce que je suis inférieur à cette mesure? Est-ce que je suis compris entre ça et ça? Est-ce que je suis compris entre ici et là? Etc. etc. pour savoir si je suis dans le bin jaune ou pas. Mais après, je peux reprocesser ça plein de fois, prendre un autre tirage. Alors là, je prends R2 qui tape ici, le R2 il tape ici, ça me donne dans le bin bleu, je prends R3 ici, dans le bin jaune, et etc. etc. Et comme vous voyez que mes surfaces ici, finalement, correspondent à mes surfaces ici, je vais plus souvent être dans le jaune que dans le bleu, que dans le rouge, que dans le vert, que dans le violet, et donc je vais retrouver au fur et à mesure ma distribution f de x. Donc voilà, mon histogramme généré va bel et bien suivre ma distribution f de x. Alors ça, on peut très bien imaginer ça, et d'ailleurs on peut s'en servir quand on veut faire des choses bien précises, ça marche très bien, ça nous permet de faire des choses, en particulier quand on part vraiment d'histogramme et qu'on veut tirer des distributions suivant un histogramme. Maintenant, une FDP, ça peut être une fonction continue, et donc il faudrait imaginer exactement le même processus, mais avec des bins finalement infinitésimaux. Et donc dans ce cas-là, ça marcherait. Mais ça, on ne peut pas le faire, parce que ici, j'ai mis test, j'aurais dû mettre un test au pluriel. Là, on fait vraiment un test, est-ce que je suis dans cet intervalle-là, puis dans celui-ci, puis dans celui-ci. Mais si je fais quelque chose de continu, on imagine bien que le nombre de tests va tendre vers l'infini. Et c'est pas possible, donc on ne peut pas faire ça. L'ordinateur ne fait pas ça. Donc il va falloir être un peu plus malin, mais le raisonnement est à peu près le même. Donc on va réimaginer la même situation, toujours à partir des histogrammes, mais cette fois-ci, ça va pouvoir se basculer sur des fonctions continues. Donc, comment on va faire? Ça fait une jolie animation, c'était pas prévu. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va, plutôt que de s'intéresser à f de x, je vais m'intéresser à la distribution, c'est-à-dire grand F de x, qui est l'intégrale de moins l'infini à x de f de x dx. Donc pour mon histogramme, ça donne ça. Si je prends le premier bin, j'ai que le premier bin. Si je prends le deuxième bin, j'ai le premier bin plus le deuxième bin, et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'ici, je pars de 0, et quand j'ai passé tout mon histogramme, j'atteins la valeur 1, et après c'est tout le temps 1. Et là, rebelote, je vais faire comme tout à l'heure, je vais tirer un nombre aléatoire. J'ai noté Rn ici, je tape ici dans le bin jaune, donc je peux faire la transformée inverse, pardon, pas la transformée, mais la fonction inverse, et trouver la valeur de x1. Donc si j'arrive à inverser f de x, ici, grand f de x, je peux calculer directement f-1 de R1 et trouver directement la valeur x1. Donc vous voyez comment on peut procéder. Donc plutôt que de faire des tests informatiques, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer des nombres aléatoires entre 0 et 1, calculer la fonction f-1 sur ce nombre aléatoire pour retrouver la valeur de x1 qui m'intéresse. Donc voilà ce qu'on va faire pour avoir une distribution qui va suivre la distribution f de x. Alors maintenant, je vais passer à la démonstration. Vous allez voir, elle n'est pas très compliquée, on va démontrer que ça marche. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, je veux x
qui est distribué selon f de x. Ça, c'est ce que je veux. Hein. C'est ce que je veux. Mais je vais supposer que x est distribué selon f de x. Et donc, je vais regarder comment je dois distribuer y pour obtenir une distribution f de x sur x, pour x. Donc allons-y, y, on va supposer que c'est une fonction, donc y, je l'obtiens en appliquant une fonction h sur grand X, et j'obtiens une distribution g de y. Et je vais choisir que h de x est une fonction croissante. J'impose ça. Maintenant que j'ai ça, je sais calculer la FDP de y en partant de f de x. On l'a déjà démontré. G de y, c'est 1 sur h' de x, f de x, où x est l'antécédent, c'est-à-dire h moins 1 de y. Ok, et maintenant, supposons que je ne prépare la fonction h comme je veux une fonction croissante, et je ne la prends pas n'importe comment, je prends h de x comme étant égal à grand f de x, c'est-à-dire l'intégrale de moins l'infini à x, de f de x dx. J'aurais dû mettre f de u du, excusez-moi, ça aurait été plus propre, mais vous avez compris. Donc si j'écris ça, h de x égale f de x, vous voyez que c'est bien une fonction croissante, puisque f de x est forcément positif, donc l'intégrale est forcément croissante, tout va bien, et en plus, l'intégrale, si je vais de moins l'infini à plus l'infini, va de 0 à 1. Donc mon intervalle de f de x, finalement, va de 0 à 1. Si je fais ça, regardons la distribution que j'obtiens sur y. On y va. On va calculer g de y. G de y, c'est 1 sur f' de x, f de x. Hein, j'ai juste remplacé h par f. Donc ici, c'est h', ça fait f' de x. Mais f' de x, par définition, c'est la FDP, c'est f de x. Et donc, on a que g de y, c'est f de x sur f de x, c'est-à-dire 1. Mais par contre, il faut que x soit égal à f moins 1 de y pour que ça marche. Donc si je prends f-1 appliqué à y, j'ai g de y qui est distribué de façon uniforme entre 0 et 1, puisque je vous rappelle que h, ici, il est défini entre 0 et 1. Donc si je prends y uniforme entre 0 et 1, et que maintenant je fais la machine à l'envers, je calcule f-1 de y, je vais obtenir des x qui vont suivre la distribution f de x. Voilà, donc, j'espère que vous avez compris, c'est un raisonnement à l'envers, hein. On part de x, distribué selon f de x, qu'on cherche à obtenir. On montre que si je prends y distribué suivant un g de y uniforme, en fait, ça veut dire que j'ai appliqué la fonction grand f à x pour obtenir ça, et donc ça me permet de montrer que je peux passer de y vers x en appliquant f-1 à y. Je pense que mon résumé n'est pas très clair, mais bon, j'espère que vous avez compris. J'essaie de récapituler. On va revoir tout de suite comment ça fonctionne avec les étapes pour faire ce Monte Carlo, et on verra deux exemples pour vous montrer que ça marche. Donc allons-y. On repart de la formulation initiale. Hein. Je veux générer une séquence x1, xn qui suit f de x pour simuler une variable grand X, une variable aléatoire grand X. Pour cela, je vais définir une variable grand Y qui va être uniforme entre 0 et 1, et telle que f-1 de y suit f de x, me permet d'obtenir f de x. Donc ici, vous avez f de x sous forme d'une gaussienne, vous avez l'intégrale de la gaussienne qui part de 0 et qui va à 1, hein, on a la valeur 1 ici, donc grand f de x, et finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer des nombres aléatoires Rn, R1, Rn, donc là j'ai mis Rn, je vais lui prendre une valeur aléatoire, et je vais calculer une valeur aléatoire entre 0 et 1, et je vais calculer f-1 de Rn, qui va me permettre de trouver la valeur de x associée. Pardon, je reviens juste une seconde. Et la distribution des f-1 de R1 va suivre la distribution de f de x. Alors justement, j'étais allé un peu vite, mais voilà mon exemple. On va prendre la loi exponentielle et je vais vous montrer que ça marche. Et je vais même en profiter pour vous montrer un petit bout de code que j'ai écrit en Python pour pouvoir faire ça. Je vais un peu plus le commenter que les autres, puisque c'est le premier que je vais montrer dans le cadre de ce cours. En même temps, j'ai caché une toute petite partie, mais pas grand-chose de ce code. Alors allons-y, on rappelle la loi exponentielle. La loi exponentielle, c'est f de x égale lambda exponentielle de moins lambda x. Et en fait, cette loi, elle ne marche que si x est positif. Sinon, f de x est égal à 0. C'est important, quand on fait notre intégrale qui part de moins l'infini à plus l'infini, en fait, on peut la faire partir de 0. On n'a pas besoin d'aller faire des sommes de 0 avant x égale 0.
Donc, que vaut f de x? F de x, c'est l'intégrale de 0 à x de lambda exponentielle moins lambda u du. Donc c'est une intégrale qui est facile à calculer. Vous pouvez la calculer, trouver la primitive et l'intégrale, donc enfin la primitive. Et donc notre intégrale, c'est 1 moins exponentielle de moins lambda x. Et ça, donc c'est ce que j'appelle y, ma nouvelle variable. Et maintenant, je vais chercher l'inverse. Donc je vais exprimer x en fonction de y. Donc ça, c'est pas compliqué, hein. Vous basculez ce terme-là de ce côté-là, par exemple le y de ce côté-là, donc vous avez 1 moins y qui est égal à exponentielle de moins lambda x, et puis après vous prenez le logarithme, et puis vous divisez par moins 1 sur lambda, et vous obtenez x. Donc x c'est moins 1 sur lambda, logarithme népérien de 1 moins x, de moins 1 moins y, sachant que y est distribué entre 0 et 1, et ça me donne f de moins 1 de y. Donc qu'est-ce que ça donne? Allons-y, appliquons ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer aléatoirement des valeurs de y entre 0 et 1, et je vais calculer f moins 1 de y. Alors comment ça se fait en Python? Vous avez ici le résultat et ici le code. Donc j'ai juste caché le chargement des librairies, hein. J'ai chargé une librairie pour faire du calcul numérique, c'est NumPy, que j'ai chargé dans une variable NP. Hein. Donc à chaque fois que j'écris NP point, c'est que j'utilise NumPy. Numerical Python, donc ça permet de faire des calculs numériques, et en particulier ça permet de tirer des nombres aléatoires sur des distributions déjà existantes, mais aussi sur des distributions uniformes, donc c'est ce que je vais faire là. Et je me sers également d'une autre librairie qui est très utile, qui est Matplotlib, qui permet de faire des graphiques, c'est la partie qui est en bas. Je vais commenter, pas d'inquiétude. Donc ici, j'ai créé une partie qui est la partie Monte Carlo, et ici la partie FDP, donc ça c'est la partie, on va dire, exacte, et ça c'est la partie tirage aléatoire, et j'ai choisi de prendre un lambda égal à 1, mais on peut changer dans le code, hein. J'ai pris 1 pour simplifier, pour faire quelque chose de très simple. Donc ce que je fais ici pour le Monte Carlo, c'est que je tire y comme étant égal à des nombres aléatoires entre 0 et 1, et j'ai tiré 10 000 nombres, donc j'ai un tableau, on appelle ça une liste, NumPy aurait pour ceux qui connaissent NumPy, avec plein de chiffres compris entre 0 et 1, comme ça. Et pour chacun de ces chiffres, je vais calculer la fonction que j'ai écrite ici, l'inverse de f, et je vais l'appliquer donc à y. Donc voilà, j'ai écrit moins 1 sur LB, moins 1 sur lambda, fois le logarithme. Attention, Python log, c'est le logarithme népérien, donc là, il n'y a pas de problème. 1 moins y. Et donc ça me permet de calculer, pour chacune des valeurs y tirées aléatoirement, la valeur de x associée. Et ce que je fais ici, juste là, c'est que j'affiche cet histogramme. La seule chose que je fais ici, c'est que je normalise l'histogramme à 1. Voilà, c'est une normalisation de densité. Alors c'est une normalisation, attention, c'est que l'intégrale fait 1. Donc ça dépend de la taille de mes bins, c'est ça qui est important. C'est exactement ce qu'on a vu, on fait un histogramme et on le divise par la taille des bins fois le nombre de tirages qu'on a fait pour avoir quelque chose de normalisé, comme on a fait précédemment dans un des cours précédents. Et donc j'obtiens l'histogramme qui est en bleu. Vous voyez en orange la courbe de la fonction de densité de probabilité que j'ai tracée, vous voyez que ça suit parfaitement cette courbe. Ça courbe très bien, sachant que malheureusement, quand on fait un histogramme, on bine, on fait des bins, donc forcément on a des escaliers, hein, vous ne pouvez pas faire autrement. Mais on voit que ces escaliers suivent très très bien la forme de ma loi exponentielle. Alors pour la loi exponentielle, c'est le petit code qui est ici, je le commente. Hein. J'ai fait deux variables, cette fois-ci grand X et grand Y, comme j'appelle mes variables aléatoires grand X, grand Y. Faire attention, parce que là j'ai pris deux variables qui ont des noms très proches. Ici, je vais je vais positionner des points entre 0 et 10, entre 0 et 10, avec des pattes 0, 1. Et pour chaque point x, pour chaque position x, je vais calculer exactement la FDP, lambda exponentielle de moins lambda x, donc c'est la petite formule qui est là, L lambda fois l'exponentielle, donc NumPy, je vais chercher la fonction exponentielle, et je fais moins lambda fois x, voilà, la grande variable x, et ça me crée mon tableau de y. Et ici, je lui dis juste de tracer la courbe, donc il me l'a mis en orange, c'est parfait, et là je lui dis de me faire le graphique total. Non, ça je crois que je me suis trompé, c'est plt.draw qu'il aurait fallu que j'écrive, mais bon, ça pose pas de problème. Il me fait mon schéma, et vous voyez que les deux sont compatibles. Donc pour la loi exponentielle, ça marche très bien, avec finalement une loi uniforme, avec une distribution uniforme, j'arrive avec finalement ma méthode de transformation à créer une loi exponentielle par Monte Carlo. Ça, c'est pas mal. Deuxième exemple, beaucoup plus compliqué.
Il est beaucoup plus compliqué et vous allez voir tout de suite pourquoi. Mais il est plus compliqué, en même temps, c'est bien de le voir une fois dans sa vie. Donc c'est pour ça que c'est l'occasion, mais il est plus compliqué finalement. Alors là, je veux m'intéresser à une loi gaussienne. Donc j'ai pris un cas très simple. Je ne veux pas faire le cas général, hein. Ici, j'ai pris un centre en 0 et un sigma carré égale à 1. Donc j'ai vraiment la forme la plus simple d'une gaussienne, hein, 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins 1 demi de x carré. La difficulté, c'est pas de mettre une moyenne ou de mettre un sigma carré différent de 1. La difficulté vient d'un peu plus loin dans le calcul. En fait, la difficulté, elle est tout de suite, non, finalement, elle est tout de suite, c'est que si je vous demande de chercher la primitive de f de x, c'est la primitive d'une gaussienne, et ça, en fait, c'est pas analytique. Ça se résout pas de façon analytique, cette intégrale. Donc si je vous demande de calculer l'intégrale de moins l'infini à x de 1 sur 2pi exponentielle de moins 1 demi de u au carré, du, bah, vous n'y arriverez pas. Et c'est pour ça qu'en fait, dans les ordinateurs, on a une fonction qui s'appelle la fonction erreur, ERF le plus souvent, elle est notée ERF, qui vous permet de calculer cette intégrale entre moins l'infini et une valeur, et vous lui donnez juste la valeur et ça va la calculer pour vous. Moi, je ne veux pas faire ça, je voudrais faire un générateur qui n'utilise pas cette fonction non analytique, qui est codée, hein, avec des valeurs numériques. Je ne veux pas faire ça, je veux vraiment faire quelque chose qui marche bien et qui soit parfait. Donc, on va utiliser une petite astuce qui nous permet de résoudre quand même ce problème de distribution en loi gaussienne. Alors, plutôt que de générer une variable aléatoire, x, eh ben, je vais générer en fait deux variables aléatoires, x1 et x2. Donc je vais générer des couples x1 et x2, et chacun de mes couples vont être indépendants, x1 et x2 vont être indépendants, mais ils vont être tous les deux distribués selon la même loi de f de x que j'ai donnée, une loi normale 0,1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je regarde la fonction de densité de probabilité jointe, ici, f de x1, x2, bah, c'est le produit de ma fonction de densité de probabilité de x1 fois la fonction de probabilité de x2, puisque ce sont des variables indépendantes. Et donc, bah, je vais faire tout simplement le produit de mes deux gaussiennes. Donc j'ai 1 sur 2pi, exponentielle de moins 1 demi, de x1 carré plus x2 carré. Et là, si vous regardez bien, on a bien envie de faire un petit changement de variable. On va poser grand R, qui vaut x1 carré plus x2 carré. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en coordonnées polaires en faisant ça. Donc, en réalité, ce qu'on va faire, coordonnées polaires, on a x1 qu'on va noter r cosinus θ, x2 qu'on va noter r sinus θ. On va faire une transformation et on ne va pas s'intéresser tout de suite à x1 et x2, mais on va d'abord s'intéresser à r et θ, comment ils sont distribués. Et ensuite, une fois qu'on verra comment r et θ sont distribués, on reviendra sur la distribution de x1 et x2. Voilà ce qu'on va faire. Sur comment faire nos distributions x1 et x2. Parce qu'on sait comment ils sont distribués, pardon, je me suis mal exprimé, on va voir comment, à partir de R et θ, on peut retrouver une distribution f de x1 et f de xe suivant des lois normales. Alors pour cela, on va se poser la question, on connaît la fonction de densité de probabilité jointe x1, x2, hein, f de x1, x2, et on veut exprimer la fonction de densité de probabilité jointe r, g de r θ. Donc ça, on sait maintenant comment on fait. On va chercher J, le jacobien de la transformation, et on va multiplier ça par la f de x1, f de x2, comme on l'a fait plusieurs fois. Alors le jacobien va être en fait très facile à calculer, je vous laisse le faire, hein, parce que dériver ça par rapport à θ, et dériver ça par rapport à r, et dériver ça par rapport à θ, et dériver à r, en faire une matrice et calculer, c'est très simple, et en fait, vous allez trouver r, pardon, pas 1, mais r. Donc vous allez trouver quelque chose de vraiment très simple, R, et donc avec votre R bah, qui va apparaître ici dans votre équation, sachant que j'ai remplacé f de x1, x2 par ce qu'on avait calculé ici, tout simplement exprimé en fonction de R. Donc j'obtiens vraiment la distribution, et vous le voyez, ça ne dépend pas de θ. Et ça c'est en fait assez simple, si vous regardez une gaussienne à deux dimensions, que c'est ce qu'on est en train de créer, et bien finalement vous avez une symétrie circulaire, donc quelle que soit la valeur de θ, vous avez la même valeur de votre gaussienne à deux dimensions, et donc c'est normal de trouver quelque chose qui est indépendant de θ. Donc c'est pas grave, ça va nous permettre quand même d'écrire ça en produit de deux fonctions. On a une fonction hθ qui dépend que de θ et une fonction h de r qui dépend de r. Alors bien sûr la fonction de hθ, on peut mettre un peu ce qu'on veut, mais on va mettre la partie constante. Donc typiquement on peut mettre dans hθ de θ une constante en 1 sur 2pi. Et on voit qu'on a hθ qui va être uniforme. Donc pour créer une distribution de θ propre, on va tirer sur une distribution uniforme entre 0 et 2pi. Tout simplement, c'est pour ça qu'on met 1 sur 2pi. Pour que l'intégrale uniforme entre 0 et 2pi, bah, ça fasse 1.
c'est parfait. Et l'autre partie, bah, elle dépend que de R, h de R, c'est R exponentielle de moins R carré sur 2. Il va falloir utiliser la méthode de la transformation pour calculer des R distribués correctement sur cette distribution qui est une gaussienne multipliée par R. Mais ça, c'est une forme dont on est capable de calculer la primitive. C'est pas une gaussienne, hein, c'est une gaussienne, il y a une partie gaussienne multipliée par R. Et ça, la primitive, on peut la trouver, elle est calculable de façon analytique. Donc aucun problème pour faire ça. Donc ici, je le redis, on va faire un tirage uniforme entre 0 et 2π, et ici, on va faire une méthode de transformation pour tirer proprement R avec une distribution en R exponentielle de moins R carré sur 2. Donc c'est parti, allons-y. La méthode de la transformation, ça revient à chercher la primitive de cette fonction. Donc on va calculer grand H de R, R. Ça, c'est l'intégrale de 0 à R de U exponentielle moins U carré sur 2. La primitive se trouve facilement, et on trouve 1 moins exponentielle de moins R carré sur 2, et ça, je vais appeler ça Z. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une inversion. On va exprimer R en fonction de Z. On va chercher H moins 1. H1, l'inverse de H en fonction de Z pour trouver R. Donc c'est la racine, ça s'inverse très facilement, c'est la racine de moins 2 ln de 1 moins Z. Et donc si je tire Z de façon uniforme, je vais avoir la bonne distribution pour R, en lui appliquant cette fonction. Donc maintenant on en vient vraiment aux étapes pour générer ces lois gaussiennes. On va en générer en fait deux lois gaussiennes, une pour x1 et une pour x2 en même temps. On va tirer θ uniforme entre 0 et 2π, on va tirer z uniforme entre 0 et 1. Une fois qu'on a tiré z, on va calculer r à partir du z qu'on a tiré, en appliquant h-1 sur la valeur de z. Ça va suivre une distribution en r exponentielle de moins r2 sur 2. Et une fois que j'ai ça, je vais calculer x1 comme r cosinus θ et x2 comme r sinus θ. Et chacune de ces variables, x1 et x2, suivront une loi normale centrée en 0 et de sigma carré égale à 1. Donc voilà le processus qu'on va devoir écrire sous forme informatique. Alors ça paraît compliqué, mais vous allez voir, c'est 3 lignes de code, ou 4 lignes, c'est très très simple, et je vais vous le présenter tout de suite. Donc on met ça de côté, j'ai besoin de ça pour écrire mon code, et voilà à quoi ça ressemble. Donc pas d'affolement, on regarde ce que ça donne. Ici, donc, je commence par générer θ et z. Donc pour générer θ et z, je vais d'abord fixer le nombre de points que je vais générer. Donc là j'ai mis 10 000, on peut mettre un peu ce qu'on veut, mais c'est pour avoir suffisamment de statistiques pour voir quelque chose. Je vais tirer donc θ de façon uniforme, ça c'est la fonction qui tire de façon uniforme entre 0 et 1, mais attention, moi je veux entre 0 et 2π. Donc je vais juste multiplier θ par 2 fois π, et ça me donne une distribution entre 0 et 2π. Voilà, pour θ c'est plié. Pour z, par contre, je veux une distribution entre 0 et 1. Donc je tire directement autant de θ que de z. Il faut que j'en ai, pour chaque θ, il faut que j'ai un z. Donc je tire le même nombre de points, donc NB, uniforme entre 0 et 1. Puis après, je vais calculer le R associé pour chacun de mes z. Donc j'applique cette transformation qu'on avait écrite ici. Donc c'est racine de moins 2 ln de 1 moins z2 pour avoir la distribution en R exponentielle de moins R2 sur 2. Donc c'est parti, on a racine, donc c'est SQRT, square root, de moins 2 fois ln de log de 1 à moins z. Je tire ça et j'ai ma distribution en R comme il faut. J'aurais pu l'afficher d'ailleurs, mais c'est une étape en plus, je ne l'ai pas fait. Et pour chacun des couples R et Z, j'ai donc deux variables aléatoires. Je peux calculer deux variables aléatoires, une x1 et une xn, toutes les deux distribuées selon la même gaussienne. Donc pour cela, je vais faire R fois le cosinus de θ et R fois le sinus de θ. Donc une fois que j'ai ça, vous avez ici ces deux petites lignes-là qui me permettent de montrer la distribution obtenue sur les valeurs de x1 sur la séquence x1 et sur la séquence x2. En rouge, c'est x1, en bleu, c'est x2, et ils sont superposés. Donc en fait, quand c'est superposé, ça donne du violet. Et vous voyez qu'il y a des petites différences. Ici, il y a des zones rouges et ici, il y a des zones bleues, tout simplement parce qu'il y a du aléatoire, et donc mes distributions ne sont pas tout à fait les mêmes, elles ne sont pas tout à fait superposées, puisqu'il y a une partie aléatoire dans mon processus Monte Carlo. Par contre, j'ai comparé ça à la distribution exacte, ma distribution en loi que je voulais obtenir, elle est représentée en noir sur le schéma, et pour générer ça, j'ai créé grand X, grand Y. Grand X, ce sont des points espacés de façon régulière entre moins 5 et 5, donc entre moins 5 ici et 5, avec des pattes 0, 1. Bon, c'est suffisant pour faire une courbe relativement propre. Et j'ai calculé directement 1 sur 2π,
fois exponentielle de moins x au carré divisé par 2. Pour ceux qui ne le savent pas, quand vous mettez étoile, étoile, fois, et ben ça fait une puissance. Donc x fois 2, c'est x au carré, divisé par 2. Et vous voyez que la distribution colle très très bien avec ma FDP. Donc voilà, j'ai obtenu ce que je voulais. Et ici, c'est la petite ligne qui me permet de donner le graphique. Et comme tout à l'heure, je me suis trompé ici, c'est plt.draw qu'il faudrait écrire. Mais comme mon logiciel est sympa, il me fait quand même l'image proprement sur mon dessin. Voilà comment on fait pour générer des nombres aléatoires suivant certaines lois typiques. Alors bien sûr, là, on a vu comment générer des lois classiques, loi exponentielle, loi gaussienne, etc. En réalité, si vous utilisez des bibliothèques d'informatique, elles vont déjà être faites pour vous, hein, ces lois. Vous n'aurez pas besoin de les inventer. Si vous voulez tirer sur une distribution gaussienne, vous avez tout ce qu'il faut dans une librairie qui s'appelle SciPy. Je ne crois pas que ce soit dans NumPy, hein, sauf erreur de ma part. Je ne crois pas qu'il y ait ce genre de choses, mais dans SciPy, vous avez une sous-partie qui s'appelle Stat et qui permet de faire beaucoup de choses. Vous pouvez lui donner des PDF et lui demander de tirer sur votre PDF. C'est vraiment très très puissant. Donc c'est une librairie que je vous invite à aller regarder en la jumelant à NumPy en fait. Vraiment NumPy, SciPy et Matplotlib. Ça s'agence vraiment très bien. SciPy, c'est plutôt pour la partie stat. NumPy, c'est plutôt pour la partie calculatoire et liste de points. Voilà. Et puis Matplotlib pour faire les graphiques. Donc c'est vraiment des outils qui sont utiles. Il y a d'autres outils qui sont très performants aussi, qui sont peut-être encore plus à haut niveau, qui vont vous permettre de travailler sur des données de façon très efficace. On verra peut-être un petit peu de Panda si j'ai le temps, parce que ça permet de lire des données. Quand on a des données, c'est très pratique. C'est un logiciel qui permet de faire des choses assez vite et bien. Voilà, on verra bien des petits ingrédients comme ça, mais sachez qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent, et quand on sait ce que ça fait, c'est ce que le but de ce cours, c'est vous expliquer ce que font ces librairies. Après, il n'y a plus qu'à les piocher dans les librairies qui existent pour faire ce que vous avez besoin. Donc voilà, le but de ce cours jusque-là, c'est de vous donner toutes les clés pour comprendre proprement ce que vous pourrez faire après avec ce type de programmation, ce type comment dire, de librairies, parce que c'est des librairies, c'est pas directement des logiciels, mais c'est des librairies. Puis il y a d'autres logiciels qui permettent aussi de faire ça, qui sont plus évolués, mais ça dépend dans quel domaine vous allez. Là, on est plutôt dans un domaine de physique, donc les physiciens, ils aiment bien prendre les choses à la racine, donc on est plutôt Python avec du code directement brut, avec SciPy, Matplotlib et NumPy, Matplotlib, voilà. Les trois. Mais après, bien sûr que quand on a des données, on va chercher d'autres choses. On peut se servir de logiciels autres qui permettent de faire des statistiques. Merci.